Mesdames et messieurs, chère Charlotte, c'est avec un immense plaisir et honneur que je vous accueille aujourd'hui dans cette belle salle de la mairie du 12e qui, depuis quelques mois, renoue pleinement avec l'accueil d'événements et de riches moments de partage, ce qui, bien évidemment, nous enchante. Mesdames et messieurs, en tout cas, place à la justice. Mesdames et messieurs, la Cour, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui ici pour juger Monsieur Le Vélo de sa culpabilité sur différentes infractions. Monsieur Le Vélo, avant d'énoncer les différentes infractions qui vous sont reprochées aujourd'hui, je vais dresser un énoncé rapide de votre état civil et des informations relatives à votre situation. Vous êtes né le 17 février 1818 à Paris. Vous habitez sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes célibataire, aucune situation de couple, pas de concubinage, pas de mariage, pas de pax, aucun enfant déclaré. Vous avez comme activité professionnelle le transport de personnes et de marchandises, et ce depuis 205 ans. La présentation du prévenu, Monsieur Le Vélo, à présent terminée. Je vais à présent énumérer les différents chefs d'accusation reprochés à Monsieur Le Vélo. Monsieur Le Vélo, vous êtes accusé sur une période de 205 ans, temps non couvert par la prescription, de la commission de plusieurs infractions. Dans un premier temps, sur l'ensemble de la voie publique et ce, sur tout le territoire, de violer les dispositions du Code de la route. Dans un deuxième temps, de constituer un trouble à l'ordre public, car votre comportement est dangereux pour vous et pour vos concitoyens. Dans un troisième temps, d'être source de discrimination, d'inégalité, de n'être pas adapté à tout mode de vie, tout revenu et toute profession. Dans un quatrième temps, d'être preneur d'espace sur la voie publique et ce, aux dépens des autres mobilités. Dans un cinquième et dernier temps, de vous proclamer moyen de mobilité écologique alors que vous êtes de fait très polluant. Madame Anne Bagros, victime de Monsieur Le Vélo, vous avez la parole. Bonjour à vous tous et toutes. Qui mieux que Grâce elle-même pour vous expliquer ce qui lui est arrivé? Je vais vous lire une lettre qu'elle aurait pu écrire si elle avait pu le faire, avec ses mots à elle, ses expressions et ce qu'elle me racontait. Elle va s'exprimer à travers moi, sa maman. Grâce, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Grâce. J'ai 22 ans. Je vis à Rennes, dans le quartier de Maurepas. Je suis étudiante en 3e année de mathématiques, à Rennes 1. Je veux devenir professeure des écoles. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre 2019. Il est 10 h du matin. Je prends mon vélo, je l'adore. Il est trop beau. Je vais où je veux avec, je me sens libre. Je ne suis pas enfermée comme dans une voiture ou dans un bus avec plein de gens que je ne connais pas. J'arrive au carrefour Rochester-Patton. Il est super grand et il me fait toujours un peu peur. Il y a trop de voitures, trop de piétons, partout. Et en plus, tout le monde roule vite. J'arrive au feu. D'habitude, je descends de mon vélo et je traverse au passage piéton en marchant à côté de lui. Je ne suis pas la seule, il y en a plein qui le font. Je vais à mon Basic Fit, j'y vais presque tous les jours. Ou alors je vais faire 2 ou 3 courses, je ne sais pas encore. Bon, allez, pour une fois, je vais le traverser, ce carrefour. J'ai le droit, il n'y a pas de raison. Le feu est vert. Je pédale, c'est tout droit. Il y a un camion de la ville à ma gauche. Ça fait beaucoup de bruit et ça sent pas bon. Il y a un terre-plein devant moi qui me coupe ma ligne droite.
Je ne peux pas aller tout droit. Et en plus, il n'y a pas de bande sur la route pour moi. Il n'y a rien de marqué par terre. Je dois me déporter sur la gauche, sinon je vais buter dedans. J'ai pas le choix. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Le camion de tout à l'heure qui me colle de plus en plus. Il va me toucher. Et il y a ce terre-plein à droite. Je suis coincée, j'ai peur. Je suis morte à 10h30. Pourquoi? Pourquoi le camion ne m'a pas vue? Pourquoi je n'avais pas la place de rouler? Maman, papa, vous m'avez appris à faire du vélo. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre faute et je vous promets que je n'ai rien fait de mal. Merci, Madame Bagros, pour votre témoignage et le tribunal salue l'immense courage dont vous vous êtes munie aujourd'hui. Maître Kilbassa, avocat de la partie civile, avez-vous des questions? Merci, Maître. Maître Stein, avocat de la défense, avez-vous des questions? Madame Bagros, nous venons d'écouter ce qui est arrivé à votre fille. Souvent on dit que les cyclistes sont indisciplinés. Moi je voudrais vous demander comment vous analysez cette situation, ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que votre fille a été imprudente? On dit souvent beaucoup de choses sur les cyclistes, Maître Stein. On en fait d'ailleurs beaucoup moins pour eux. Mieux que moi, il a été démontré scientifiquement que ce carrefour est un piège meurtrier pour les cyclistes, avec des obstacles pour eux sur la chaussée. L'infrastructure est donc une première cause de l'accident. D'autre part, le camion qui a attrapé ma fille ne l'a pas vue. Les angles morts sont donc la deuxième cause de sa mort. Il faut arrêter de rejeter la faute sur les cyclistes. Grace était dans son droit. Aucune imprudence de sa part. Et elle n'aurait pas aimé votre question, Maître Stein. Elle détestait l'injustice. Mourir à 22 ans par de mauvaises raisons, c'est ça qui n'est pas juste. Merci, Madame Bagros, une nouvelle fois. Merci, Maître Stein. Maître Kilbassa, avocat de la partie civile, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les jurés, accuser le vélo, cela paraît contre-intuitif, n'est-ce pas? Le représentant des modes doux, considération fallacieuse par ailleurs, mis sur le banc des accusés, alors que nous devons lutter activement contre le dérèglement climatique, je vais vous démontrer que derrière ces airs de mode exemplaire et d'avenir se cache un outil dangereux, anarchique, moins écolo qu'il n'en a l'air et qui représente un danger quotidien dans nos villes pour tous les autres modes de déplacement. Tout d'abord le trottoir. Cette anarchie qu'impose le vélo à la ville s'observe en premier lieu sur nos trottoirs. En effet, pour éviter les bouchons, sur la piste cyclable et gagner du temps, de nombreux vélos choisissent le trottoir au mépris des piétons. Les trottoirs doivent être sanctuarisés. Il s'agit de l'espace sur lequel les piétons sont en sécurité. Or, que trouve-t-on en masse sur les trottoirs? Des vélos en circulation, des vélos en stationnement, comme leurs cousines, les trottinettes, pour gagner du temps, alors que de nombreux espaces leur sont en théorie réservés. Et qui sont les premières victimes? Les plus fragiles, les piétons, privés de leur espace de cheminement privilégié, des vieux, des personnes avec des poussettes, en situation de handicap. Ils se trouvent bloqués dans des rues obstruées par des vélos en trop grand nombre. Sur le trottoir, le vélo, c'est la loi du plus fort. L'application du code de la route devrait y être impitoyable. Ensuite, la vitesse. Le vélo va vite et permet de parcourir en ville en un temps record de grandes distances. Tous les aménagements urbains vont dans ce sens. Permettre aux vélos sans coupure de tracer leur route sans être interrompus. Cette vitesse, permise par l'absence d'obstacles, est très dangereuse. En effet, le différentiel de vitesse avec le piéton fait du vélo un prédateur de ces derniers. On ne s'est jamais fait couper la route par un vélo
fonçant sans ralentir sur des avenues droites de la capitale? Nous sommes inégaux face aux dangers que ces engins représentent. Si les trottinettes sont relativement bridées, rien n'empêche un cycliste de passer la première et pédaler comme un dératé. Tout cela encourage l'anarchie urbaine. À Paris, comme dans toutes les villes déroulant un tapis rouge au vélo, ce dernier nous remercie en ne respectant ni les règles, ni la courtoisie, avec des conséquences lourdes en termes d'accidentologie. 100 morts en 2022 et près de 100 000 blessés à Paris et dans sa petite couronne. Il y en a trop. Avec le développement du vélo, c'est devenu un enfer de circuler avec d'autres modes sur certains axes. Le flux est trop important sur le boulevard Sébastopol ou encore le boulevard Magenta. On ne peut plus y traverser, car aucun vélo ne s'arrête. Et que dire de la rue de Rivoli? Dérobée aux automobilistes au profit des vélos, elle s'inscrit aujourd'hui dans une anarchie complète, anxiogène pour les piétons. Trop de vélos, c'est aussi beaucoup de place prise pour les pistes cyclables et pour le stationnement des vélos. De nombreux automobilistes fuient désormais le centre de la capitale, faute de pouvoir s'y garer, car leurs places ont disparu au profit des vélos. Et enfin, sachez-le, les cyclistes polluent. Le vélo prétend incarner l'avenir de l'écologie, un mode de transport écologique et décarboné, en première ligne contre le dérèglement climatique. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce vraiment écologique de dépenser son énergie à pédaler? Merci, messieurs et madame les jurés. Madame la Présidente. Merci, Maître Kilbaza, avocat de la partie civile. Monsieur le procureur, la parole est à vous pour vos réquisitions. Des feux rouges grillés, des sens interdits empruntés, des écouteurs collés aux oreilles, des captadiotes inexistants. La liste est longue, tant le vélo se croit au-dessous de tout et surtout des lois. Il est donc temps de mettre fin à cette impunité. Mesdames et messieurs, le vélo doit être reconnu coupable sur une période de 205 ans de troubles manifestes à l'ordre public tels que prévus et sanctionnés par les articles 431-1 et suivants du Code pénal. Sortez, mesdames et messieurs, sortez et marchez dans la rue. Longez l'avenue Dominique jusqu'à Bastille. Confrontez-vous à la réalité du terrain. C'est l'anarchie. Vous risquez l'accident, que dis-je, si ce n'est la mort qui vous tend les bras. Le vélo est incontestablement source de troubles à l'ordre public. Je dirais même par essence, le vélo est une menace pour notre paix publique. Il représente un danger sur nos trottoirs, dans nos rues, un danger pour les piétons tout d'abord, qui sont malmenés, qui se sentent désorientés. Le sentiment d'insécurité est grandissant. À qui la faute, mesdames et messieurs? Au vélo. Puis le vélo représente également un danger pour les cyclistes eux-mêmes. Je pense ce matin, après ce témoignage vibrant, à Grace et à toutes celles et ceux qui nous ont quittés trop tôt à bord de leur vélo. En troisième lieu, mesdames et messieurs, le vélo doit être reconnu coupable sur une période de 205 ans de discrimination telle que prévue et sanctionnée par les articles 225-1 et suivants du Code pénal. Et oui, le vélo est source de discrimination et d'inégalité au quotidien. Je dirais même plus, et pour paraphraser la phrase, la belle lettre de l'article 225-1 du Code pénal, je dirais que le vélo opère une distinction entre les personnes physiques sur le fondement de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique réelle ou apparente, de leur lieu de résidence ou encore de leurs âges. Prenons ensemble, si vous le voulez bien, ces différents fondements de discrimination. De leur sexe, tout d'abord. Est-il nécessaire, en ce mois de mars, qui a débuté par la Journée internationale des droits des femmes, de rappeler la chose suivante? Les femmes et les hommes ne sont pas égaux à vélo. Une récente, d'ailleurs, recherche et étude du CNRS démontre avec une certaine intelligence scientifique incontestable que, globalement, je cite, « les femmes ne bénéficient pas du même accès à la pratique du vélo que les hommes ». La messe est dite. Ensuite,
Second critère, de leur situation de famille et de leur grossesse. Cette même étude du CNRS pointe du doigt un décrochage du vélo, je cite, c'est les femmes à chaque naissance d'un nouvel enfant non compensé par une reprise chez les femmes les plus âgées. Mesdames et messieurs, entre nous, imaginez-vous une femme enceinte de 8 mois traverser à vélo mécanique la butte de Montmartre. Ineptie. Puis ensuite, qu'a-t-on? De leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique réelle ou apparente et de leur lieu de résidence. Prenons ensemble, si vous le voulez bien, ces deux critères, ces deux situations, ces deux fondements ensemble. Ils sont comme les roues du vélo, souvent elles vont de pair. Acquérir un vélo coûte très cher. C'est un privilège bourgeois, encore plus dans une société comme la nôtre qui est marquée de plein fouet par l'inflation, où nos concitoyens se demandent comment se chauffer, comment se nourrir. Acheter un vélo, a fortiori un vélo électrique, est un luxe. Et encore plus pour nos concitoyens qui habitent loin des centres-villes, en périphérie et dans les quartiers populaires. Le vélo symbolise par excellence cette inégalité sociale et économique. Le vélo célèbre, de façon invisible certes, mais célèbre les pratiques des classes dominantes bourgeoises qui habitent les centres-villes. En quatrième lieu, le vélo doit être reconnu coupable d'occupation illicite de la voie publique et de violation, sur une période de 205 ans, des dispositions du Code de la voirie routière. Il y a quelques instants, je vous parlais de ces vélos qui représentent un danger vis-à-vis des piétons. Ces vélos qui, du coup, parfois circulent sur les trottoirs. Mais sachez que la situation ne s'arrête pas là, parce que lorsqu'ils ne circulent pas, où sont les vélos? Ils sont là, sur les trottoirs, ils stationnent en toute illégalité, attachés à des poubelles, à des bancs, à des poteaux, à des rambardes non destinées à cette fin. Le vélo occupe illicitement l'espace public et empêche les autres usagers, a fortiori le piéton par exemple, de jouir paisiblement de leur liberté de circulation. Et regardez nos villes, ces villes prétendument écologiques qui font jaillir des pistes cyclables à tout bout de champ. On se réveille un matin et on trouve une piste cyclable en bas de chez toi. Sacrebleu! Il n'y en a que pour le vélo. Politique publique par-ci, politique publique par-là. Et les autres usagers, mesdames et messieurs, quid des autres mobilités? Reliés au placard et le code de la voirie routière jeté aux poubelles. En cinquième lieu, et pour finir, le vélo doit être reconnu coupable de greenwashing tel que prévu à l'article L121-2 du Code de la consommation et sanctionné à l'article L132-2 du même code. Mesdames et messieurs, j'ai une petite question pour vous et je vous demanderai d'y répondre en levant la main. Combien ici dans la salle, mesdames et messieurs, ont un vélo électrique? Merci. Savez-vous que les batteries de vos vélos sont majoritairement fabriquées en Chine avec de l'énergie issue du charbon? Et je ne vous parle même pas de leur prétendu recyclage. Par recyclage, bien sûr, entendez pollution des terres, des airs et des océans. La totale. Car oui, derrière les spots publicitaires verdoyants, mesdames et messieurs, se cache une réalité bien plus obscure, bien plus sombre. Voilà donc, en somme, mesdames et messieurs de la Cour, le constat qu'il est possible de dresser brièvement au sujet du vélo lorsqu'on a le courage de le regarder de face, sans caricature et sans idéologie. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, en conscience, de faire application de nos textes de loi, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du vélo ci présent pour les 5 chefs d'accusation précités. Je requiers donc, en conséquence, une peine d'assignation à résidence de 22 ans avec interdiction totale de sortie, accompagnée d'une obligation de suivre une formation de 73 heures, pas une minute de moins, au Code de la route. Telles sont, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, mes réquisitions. Merci, Monsieur le procureur. Maître Stein, avocat de la défense, vous avez la parole. Lui, le vélo, il serait trop indiscipliné, il serait trop dangereux, il serait trop inadapté à nos besoins du quotidien, il serait trop encombrant, il serait même trop polluant. Monsieur le procureur a parlé de nocivité.
Il a dit que le vélo est du greenwashing. Je vais y répondre un à un. Alors, premièrement, le vélo serait trop indiscipliné. Il serait un trouble à l'ordre public. Les cyclistes se distingueraient par leur irrespect du code de la route beaucoup plus que les piétons et les voitures. Alors soyons honnêtes, parce que cette appréciation témoigne bien d'une mauvaise perception du monde. On fait comme si on vivait dans un monde où chaque automobiliste respecte toujours le code de la route, ne dépasse jamais la limite de vitesse. Un monde dans lequel l'automobiliste s'arrête dès que le piéton manifeste la moindre intention de traverser, comme le code de la route l'oblige. Bref, le monde parfait. Je suis navré, mesdames et messieurs les jurés, on n'est pas dans ce monde-là. Ce monde n'est pas parfait. Et la preuve terrible que je vais vous apporter, que ce monde n'existait pas, c'est un carnage annuel de 500 piétons qui meurent sur la route de France, percutés mortellement par des voitures. Voilà la réalité. Alors vous l'avez compris, accuser le vélo d'indiscipline, de faire n'importe quoi, c'est comme accuser un papillon de faire trop de bruit. Parce que la vérité, elle est simple. Le code de la route, les infractions au code de la route sont équitablement partagées. Tout le monde fait n'importe quoi. Et le premier, c'est nous les piétons. Mesdames et messieurs les jurés, soyons honnêtes, est-ce que ça ne vous arrive jamais de traverser au rouge quand vous êtes piéton, de sortir des clous, de faire un peu n'importe quoi? Alors une étude a révélé qu'un automobiliste commet en moyenne 9 infractions au code de la route par trajet. Sauf que lui, il a de la chance, parce que ces infractions sont tolérées, ils sont normalisés, ils sont invisibles. Alors soyons francs, est-ce qu'aucun automobiliste n'oublie jamais de mettre le clignotant? Est-ce qu'aucun automobiliste ne respecte toujours la limite de vitesse? Eh bien non, sauf que ce comportement est considéré normal et il est même invisible. Mais ces infractions-là peuvent tuer. Quand on oublie de mettre son clignotant et on tourne à droite, on risque de tuer quelqu'un. Quand on roule trop vite, on risque de tuer. Ce qui n'est pas le cas du vélo, qui ne tue quasiment personne dans notre société. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour faire le procès de la voiture, du piéton ou d'un autre mode de transport. Mais en revanche, je suis là pour éviter qu'une erreur de perception concernant le vélo conduise ce tribunal à considérer ce mode de transport magnifique et propre comme un problème pour la société. Alors le deuxième chef d'accusation visant mon client, le vélo, est qu'il serait trop encombrant. Il prendrait trop de place aux autres modes de transport. Alors, je vais vous apprendre la réalité factuelle. Le vélo prend 10 fois moins de place d'une voiture dans l'espace public à l'arrêt. Et quand il roule, et quand la voiture roule, le vélo prend même 28 fois moins de place que la voiture. Alors je vous explique, une voiture qui roule à 50 km/h neutralise un espace de 140 mètres carrés. Alors pourquoi? Parce que déjà, il faut que l'automobiliste aperçoive le danger, voilà, ça prend de la place, et ensuite il faut qu'il freine. Et donc il y a une distance de freinage, et ça neutralise un carré d'environ cette salle, 140 mètres carrés. Alors que le vélo, lui, quand il roule, n'occupe que 5 mètres carrés. Donc c'est qui encombre? Alors, en ce qui concerne l'encombrement présumé du vélo, le reproche le plus malhonnête qu'on puisse lui faire, c'est que les pistes cyclables, ça prend de la place, ça crée des bouchons et ça tue. Pourquoi? Parce que les secouristes, soi-disant, ne peuvent pas avancer à cause de ces bouchons. Alors, messieurs et mesdames les jurés, c'est faux. Et je vais vous apprendre les faits. Ces pistes cyclables ont au contraire baissé les temps d'intervention des pompiers et des secouristes. En 2022, à Paris, les services de secours mettaient en moyenne 6 minutes et 15 secondes par trajet, soit 1 minute et demie plus vite qu'en 2019. Donc c'est le contraire ce qui se passe, c'est que les pistes cyclables fluidifient la circulation. Encore faut-il qu'on s'en serve. Troisième chef d'accusation qui vise mon client le vélo est qu'il serait discriminatoire. Alors on lui reproche d'être source de discrimination car, accrochez-vous bien, il ne peut pas être utilisé par tout le monde, tout le temps, pour tous les besoins et dans toutes les circonstances. Alors très concrètement, le vélo serait un problème pour la société parce qu'on ne peut pas transporter son écran plasma de 55 cm quand il pleut. En fait, ce problème-là s'apprête à rire, ces reproches, mais ils sont bien réels et ils sont résumés par le terme « point armoire normande ».
C'est ce fameux point qui arrive dans toutes les conversations sur le vélo, où on se dit « Ah, on ne peut pas transporter son armoire normande sur le vélo, donc il ne sert à rien, et donc il est un problème pour la société, et donc il faut qu'on l'accuse dans le cadre d'un procès. » Alors, évidemment, il n'en est rien, comme je vous l'explique, parce qu'on peut tout transporter à vélo. Aujourd'hui, et je vais vous prendre un exemple typique et choc, on arrive à dire que le vélo, ça discrimine les plombiers parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail avec un vélo. Ça discrimine les déménageurs parce qu'on ne peut pas transporter un piano à queue sur un vélo. La réalité, mesdames et messieurs les jurés, est que le monde a changé. Aujourd'hui, ce sont les plombiers qui profitent des pistes cyclables pour arriver à l'heure chez leurs clients et de faire plus de trajets dans la journée parce qu'ils peuvent faire des allers-retours plus facilement. Ce sont les déménageurs qui profitent, et je salue les sociétés carton plein qui transportent tout ce que vous voulez à vélo, qui profitent des pistes cyclables pour avancer plus vite. Et transporter un chauffe-eau, une armoire normande, ça n'est plus un problème grâce à l'assistance technique et grâce à la conception extraordinaire des vélos d'aujourd'hui. Les vélos, en somme, correspondent à tous les besoins et à tous les métiers. On les appelle d'ailleurs les boîtes à vélo. On n'assiste pas ici à un problème discriminatoire, mais à une solution à la portée de tout le monde. Je vous demande sérieusement, comment peut-on en arriver aujourd'hui à reprocher au vélo d'être discriminatoire alors que c'est une solution de transport à absolument la portée de tout le monde, vous ayez 4 ou 104 ans. Et je pense notamment à ces quelques élus en France qui arrivent encore à dire qu'ils ne peuvent pas développer le vélo dans leur ville parce que dans leur ville, il y a des personnes âgées. Il y a des personnes en situation de handicap. Mais comment ont-ils fait aux Pays-Bas, où toutes les rues sont cyclables, quand ils ont commencé à rendre leur pays cyclable? Est-ce qu'il n'y avait pas des personnes âgées qui se plaignaient de l'arrivée du vélo? Est-ce qu'il n'y avait pas des personnes en situation de handicap? Mais bien sûr, il y en a même autant qu'en France. Et ce sont d'ailleurs même eux qui profitent de ces réseaux cyclables, parce qu'aux Pays-Bas, les personnes adultes qui utilisent le vélo le plus, ce sont les personnes âgées, entre 65 et 75 ans. Et ce sont les personnes âgées qui profitent de ces pistes cyclables parce que les personnes en situation de handicap, 16% d'entre eux utilisent le vélo aux Pays-Bas grâce à cet endroit, à cette place qui a été donnée au vélo. Donc, ne pas leur donner de la place au vélo, ne pas leur donner de la place, ne pas donner de la place aux pistes cyclables, c'est ça qui aurait été une mesure discriminatoire. Alors, si on veut vraiment un procès en discrimination, parlons-en. Pourquoi n'accuse-t-on pas l'avion, qui lui est utilisé régulièrement que par 4% des Français? Si on s'inquiète de la discrimination, pourquoi on ne fait pas un procès contre la moto? La moto est très dangereuse et transporte généralement que des hommes. 92% des motards sont des hommes. Donc donner de la place à la moto, c'est donner de la place aux hommes au détriment des femmes. Si on s'inquiète tellement de la discrimination, pourquoi n'accuse-t-on jamais la voiture qui, elle, pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir 18 ans. Donc on discrimine tous ceux et celles qui n'ont pas 18 ans, qui ne peut être utilisée par des gens qui ont de l'argent pour acheter une voiture, qui ne peut être utilisé par des gens qui ont de l'argent pour aller tout le temps acheter du carburant ou de l'électricité pour faire marcher la voiture. Et les personnes âgées, à la fin de leur vie, les 10 dernières années de leur vie, ils ne conduisent plus. Ils sont discriminés aussi. Alors pourquoi ne pas faire ce procès-là? Bon, je vous rassure tout de suite de nouveau, je ne suis pas là, encore une fois, pour faire le procès d'autres modes de transport, parce que bien évidemment, aucun mode de transport n'est parfait et utilisable par tout le monde, tout le temps, pour tous les besoins et dans toutes les circonstances. Ma plaidoirie vise plutôt une erreur de pensée qui amène à stigmatiser mon client le vélo en disant que puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour tous les trajets, on ne peut pas l'utiliser du tout et il est un problème. 4 trajets en France sur 10 en voiture sont plus courts que 3000 mètres, sont inférieurs à 3 km, c'est-à-dire une distance qui peut se parcourir en 12 minutes à vélo de porte à porte. Donc le vélo peut transporter énormément de trajets. Il n'est pas discriminatoire. Il serait donc contre l'intérêt général de nous priver de cette solution parce que, soi-disant, elle ne serait pas adaptée. Ce chef d'accusation que le vélo est un problème parce qu'il ne peut pas tout faire tombe comme un pavé qui peut très bien être transporté à vélo.
Le dernier chef d'accusation visant mon client est encore plus déplacé. Il serait trop dangereux. Il serait même un trouble à l'ordre public. Alors, pour juger cette présumée dangerosité du vélo, je vais vous présenter les faits. Le vrai danger, c'est d'être piéton. C'est contre-intuitif, mais si on prend en compte la distance parcourue, être piéton, c'est 2 fois plus dangereux qu'être cycliste. Je vous ai déjà cité ce massacre annuel de 500 piétons en France. La moto, elle, est 40 fois plus dangereuse que la voiture. Chaque année, il y a environ 800 personnes, conducteurs de duromotorisés, qui décèdent. Donc, si la dangerosité nous inquiète, ce n'est pas là qu'il faut chercher. C'est la moto qu'il faut chercher. Et par rapport à la voiture, le vélo est effectivement un peu plus dangereuse, mais seulement 1 fois et demie. Donc, le vrai danger, ce n'est pas le vélo. Ce n'est pas lui qui mérite ce procès-là. Alors, certains me diront, oui, mais monsieur, vous vous trompez. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que le vélo est dangereux pour les autres, parce qu'il fait n'importe quoi. Et là encore, mesdames et messieurs les jurés, c'est faux. Parce que ce vélo qui grille les feux rouges et qui fait tant parler de lui, il ne tue quasiment personne. Des 3000 personnes qui meurent chaque année sur la route de France, le vélo n'en tue que 10 à tout casser. Quasiment tous les autres sont tués par la voiture. Et donc, si nous voulons accuser un mode de transport d'être un trouble à l'ordre public dangereux, nous nous trompons de cible dans ce procès. Il faudrait accuser la moto ou la voiture, mais certainement pas ce vélo. Alors, je vous rassure, de nouveau, mon propos n'est pas ici de faire le procès d'un autre mode de transport, mais de défendre mon client, le vélo. Et pour défendre le vélo des accusations de dangerosité dont il fait systématiquement et injustement l'objet, il faudrait accuser la moto ou la voiture, mais surtout pas le vélo. Le témoignage bouleversant de Mme Bagro, au début de ce procès, a montré de façon tragique ce que craignent les gens quand on parle de vélo. Ils craignent l'accident. Mais ce que son témoignage a surtout révélé, c'est que son accident n'était pas un accident. C'était pas un coup de malchance. C'était un produit. C'était une conséquence mécanique, inévitable, automatique, d'un carrefour mal dessiné et mal réalisé. Car ce carrefour mal dessiné crée de toutes pièces un angle mort et qui ce jour-là, a capturé la fille Grace, qui a eu le malheur de se retrouver là et d'être invisible pour le camion juste à côté d'elle. Alors comparons la situation ici en France avec la situation aux Pays-Bas. Le Français parcourt 10 fois moins de kilomètres à vélo chaque année et pourtant il a 3 fois plus de risques de mourir à vélo qu'aux Pays-Bas, alors que les Néerlandais ne portent même pas de casque à vélo. Alors comment est-ce possible ? Alors c'est parce que le vélo n'est pas dangereux, mais ce qui est dangereux, je viens de vous le dire, mais je tiens à le répéter, c'est parce qu'il y a des gens qui créent des carrefours, qui les mettent en situation de dangerosité. Le danger, ce n'est pas un hasard. Alors pour conclure, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais que le vélo soit non seulement acquitté de tout chef d'accusation, mais aussi réhabilité comme une solution dont notre société a besoin. Comment accepter aujourd'hui que le vélo soit traité comme un problème alors qu'il est une partie de la solution aux grands problèmes auxquels notre société doit faire face aujourd'hui, comme par exemple le réchauffement climatique, la dépendance au pétrole et à l'étranger, la pollution atmosphérique, la densification qui nous oblige à utiliser moins de place par personne entre les façades, l'obésité, la baisse du pouvoir d'achat. On ne peut pas indéfiniment continuer à financer l'électricité pour nourrir nos véhicules électriques, l'autonomie de l'enfant, l'autonomie des personnes âgées, l'autonomie des personnes handicapées, l'accès à l'emploi. En France, une offre d'emploi sur 4 est refusée faute de moyens de transport. Voilà une partie de la solution. On ne va pas lui faire un procès quand même. Alors mon plaidoyer, enfin, n'est pas un plaidoyer contre la voiture ou contre un mode de transport, mais un plaidoyer pour la ville à vivre pour tous. Pour la ville où personne n'a besoin d'avoir peur. Une ville, et je termine là-dessus, où un enfant qui roule sur un vélo à 50 € pour aller voir un copain a autant de valeur qu'un automobiliste dans une voiture qui vaut 50 000 € pour aller au travail. Merci.
Merci, Maître Stein, pour votre plaidoirie. Le moment est venu pour les jurés et moi-même de délibérer. L'audience est suspendue le temps des délibérations. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, merci de votre patience. On va répondre maintenant aux plusieurs chefs d'accusation qui ont été portés contre Monsieur Le Vélo. À l'unanimité et suivant leur intime conviction, les jurés ont répondu non coupable à l'ensemble des chefs d'accusation reprochés à Monsieur Le Vélo. À ce titre-là, je prononce l'acquittement de Monsieur Le Vélo sur l'ensemble des chefs d'accusation énoncés aujourd'hui. L'audience est terminée. Merci.